Et voici les GOTY de l'année. Deathloop, It Take Two, Metroid Dread, Psychonaut 2, Ratchet Clank et Resident Evil Village. Et voilà, c'est tout. Salut bande de nazes, je vous ai manqué n'est-ce pas? Alors comme ça, on adore le FSR de AMD, eh bien écoutez, j'ai décidé de le remplacer par un truc juste monstrueux. Monsieur Wong, est-ce que c'est pas plutôt parce que AMD avec leur FSR ils vous ont un peu bousculé? Bousculé de quoi? De quoi tu me parles? Et d'abord t'es qui toi? Ah oui, un petit youtubeur inconnu, allez va retourner pleurer sur les GOTY. Et Phil, j'ai frissonné lors de ta présentation des Xbox 20 ans, j'ai failli pleurer tu sais. C'était tellement émouvant ton discours, c'était juste dingue, voilà. Écoute Jeff, on avait pourtant répété, je t'ai déjà expliqué qu'il fallait pas trop en faire. Et en plus, c'est gênant, mais là, enlève les billets de la table. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle Actu du Geek, troisième tournage. Et oui les amis, troisième tournage, ça a planté à cause du son et à cause de la batterie, donc je recommence. Alors je recommence quoi? Eh bien le programme, en l'occurrence on va parler de HDTV Test. Vincent a fait une vidéo très intéressante comparative sur l'input lag OLED versus LCD. Je vais vous décrypter ça rapidement, mais il faudra aller voir sa vidéo qui est très intéressante. On va parler des propos de Phil Spencer. Et oui, Phil Spencer qui est revenu sur le Game Pass. J'en parle assez souvent du Game Pass. En ce moment surtout, on en parle beaucoup. Eh bien, c'est assez intéressant parce qu'il a dit qu'il était rentable. On va aussi parler de Nvidia Image Scaling. C'est quoi cette Image Scaling? Eh bien, c'est le nouveau concurrent du FSR de AMD. On va aussi parler de Arcane League of Legends. Je vais revenir dessus. Alors, aucun spoil sur la série. J'ai vu les épisodes de 4 à 6, aucun spoil. Mais j'ai voulu remettre dans le contexte du jeu les personnages qu'on voit dans la série. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et on va surtout parler, oui, du Game Award, du GOTY à venir, des 6 jeux sélectionnés pour le GOTY. Et j'ai eu quelques surprises et je suis sûr que je ne suis pas le seul sur cette chaîne, enfin sur ceux qui me suivent sur cette chaîne, à avoir eu quelques surprises. Allez, on commence tout de suite avec HD TV Test. Et oui, de Vincent, la chaîne de Vincent, il a fait une nouvelle vidéo, il compare en input lag le OLED à un OLED avec un LCD et il explique de façon très imagée et très intelligente la différence entre les deux et pourquoi il obtient un input lag radicalement différent, c'est-à-dire moins d'une milliseconde sur le OLED, 680 microsecondes je crois, versus 18 millisecondes pour le LCD. C'est classique et c'est normal. Il explique d'ailleurs d'une façon très imagée et intelligente. Il dit que finalement le OLED c'est une lampe avec un interrupteur, on allume, on éteint, c'est ultra rapide. Et à côté de ça, on aurait les LCD avec les cristaux liquides, vous savez, qui doivent se repositionner pour laisser passer ou pas la lumière. C'est beaucoup plus long et ça ressemblerait donc plus à un rideau que vous devriez fermer ou ouvrir manuellement. C'est beaucoup plus long pour avoir la lumière qui s'arrête ou la lumière qui passe. Et bien c'est un peu ça le LCD versus le OLED. Ce qui est intéressant dans sa vidéo, c'est qu'on voit vraiment les effets parce qu'il a pris du matériel haut de gamme pour faire les mesures, mais également pour nous montrer les effets. En l'occurrence, on voit qu'à 120 Hz, lorsqu'il passe des images en 120 Hz, eh bien on a une vraie rémanence des lettres côté LCD qu'on n'a pas du tout côté OLED. Donc c'est toujours intéressant de voir ce constat, bien que je vous rassure, dans la majorité des cas, les LCD seront très bien quand même, ne vous inquiétez pas, c'est juste un test très pointu. A noter aussi d'ailleurs que mon LG OLED, au point de vue marquage, vous savez, mon C10 qui a plus d'1 an maintenant, n'a aucun marquage et marche très bien. Et je peux vous garantir qu'il fonctionne souvent pour les séries, pour les films et quasiment tous les soirs et bien entendu pour le jeu. Parlons maintenant du Image Scaling de Nvidia. Ils n'ont pas mis en place un nouveau système, ça existait avant, mais disons qu'ils l'ont fortement amélioré et surtout ils l'ont remis au goût du jour. Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien pour lutter contre le FSR de AMD. Et oui, je vous ai déjà parlé du DLSS, très souvent Machine Learning, qui sont dans les labos de Nvidia pour bien entendu apprendre du super sampling, transformer un jeu qui serait par exemple en Full HD ou en 1440p en 4K, c'est un exemple. Le problème de ce système, comme vous connaissez, c'est qu'il faut des tensor core, du hardware spécifique, RTX 2000, RTX 3000, et que bien entendu toutes les autres cartes graphiques, dont les GTX par exemple de Nvidia, ne peuvent pas utiliser le DLSS. Très gênant, car côté AMD, le FSR, lui, pouvait marcher sur toutes les cartes graphiques, et côté Nvidia, ça n'a pas dû leur plaire ça. Donc du coup,
ils ont mis en place ce image scaling. Qu'est-ce que c'est que ce image scaling? Eh bien, c'est exactement finalement du FSR à la sauce Nvidia. En particulier, il y a un filtre 6 points, c'est-à-dire que grosso modo, quand vous avez une image Full HD, donc il manque plein de points pour aller vers du 4K, eh bien, il va prendre les 6 points les plus proches pour reconstruire le pixel ou les pixels manquants en termes de couleur et en termes aussi de luminosité. L'intérêt également du image scaling de Nvidia, c'est que c'est dans le GeForce Experience, c'est-à-dire que c'est vous-même qui pouvez l'activer sur vos jeux et avec tous les settings que vous désirez. Donc c'est assez intéressant parce que vous pouvez mettre plus de FPS ou plus de qualité comme vous voulez. Bien entendu, les développeurs vont s'en emparer également, on peut le présumer. Et l'autre intérêt aussi, c'est qu'ils ont fourni également un autre outil, le i4. C'est quoi le i4? Ben, quand vous regardez un YouTuber, vous avez par exemple 4 morceaux du même jeu côte à côte avec des FPS différents, des settings différents pour comparer par exemple différentes cartes graphiques, etc. etc. Et bien c'est la même chose, c'est-à-dire que dans votre jeu, sur votre carte graphique à vous, vous allez pouvoir la découper en 4, superposer 4 settings différents pour voir les effets en termes visuels, en termes de qualité, et également en termes de FPS. Par exemple, pour pouvoir régler ce image scaling finement vers ce que vous recherchez vous à l'écran en termes de FPS, en termes de qualité visuelle. Et le dernier point non négligeable qu'a offert Nvidia, c'est pas mal, hein, c'est cadeau de Noël, c'est le DLSS 2.3. On verra ce que va apporter le 2.3 par rapport au 2.2 qui est actuellement. En termes de qualité, ils ont amélioré certaines choses, on va voir quoi, et on va pouvoir faire des comparatifs. J'attends les comparatifs avec impatience. Mais voilà, ils travaillent encore sur leur DLSS. Et tout ça dans quel but? Je vous le rappelle, dans le but de concurrencer le XeSS de Intel, qui va très bientôt arriver sur les cartes GPU Intel, mais aussi partout sur les autres cartes. Bien entendu, les cartes Intel seront favorisées, les GPU Intel, avec du hardware probablement qui va aider ce XeSS, mais ça marchera sur toutes les cartes. C'est du machine learning, c'est important de le dire. Donc c'est du machine learning qui quand même n'a pas besoin de hardware pour marcher par rapport à Nvidia. Et bien entendu, il y a le DirectML. Je vous ai déjà parlé de l'alliance AMD-Microsoft, avec le DirectML, vous savez, le Direct Machine Learning. À l'intérieur, il y a également du Machine Learning pour faire du super sampling. Eh bien, apparemment, AMD s'intéresserait à ça, c'est-à-dire que ce serait un peu l'inverse de Nvidia. Nvidia irait vers le FSR pour compléter sa gamme de super sampling. Eh bien, AMD irait peut-être vers du Machine Learning pour compléter sa gamme de super sampling. Et le Game Pass est-il rentable? Ah, vaste question. On a beaucoup parlé du Game Pass, j'en parle tout le temps, hein. Il y a de quoi avec les jeux qui sortent sur le Game Pass et puis avec toutes les nouveautés qu'on a dessus, 20 millions, 30 millions, on ne sait pas trop, etc. Alors, est-ce qu'il est rentable le Game Pass? C'est la grande question qu'on peut se poser. Écoutez, je pense moi que oui, ça dépend ce qu'on prend dans le Game Pass. C'est-à-dire que si on prend les microtransactions, si on prend les DLC, si on prend un peu tout ce qui est rajouté autour, c'est-à-dire dans l'univers Xbox, eh bien effectivement le Game Pass il est potentiellement rentable. Pourquoi? Parce que déjà, Forza Horizon 5, je vous l'ai déjà dit, pour moi il est quasiment entièrement rémunéré, entièrement financé par l'extérieur, c'est-à-dire que le Game Pass a aidé bien entendu à le créer, mais maintenant le Game Pass se rembourse grâce à l'argent qui rentre de toutes les ventes qu'il y a eu sur Forza Horizon 5. Je vous ai également parlé de Age of Empires 4 qui prend le même chemin pour moi, surtout qu'il va y avoir bien entendu des extensions qui vont être achetées, et donc ça me fait dire que pas mal de jeux Xbox Studio qui vont sortir des Xbox Studio, eh bien, seront sur le même modèle économique, c'est-à-dire que finalement, eh bien, il y aura des gens qui vont acheter la preuve Halo Infinite. Je connais des gens qui ont déjà acheté certains items pour Halo Infinite qui vient à peine de sortir en multijoueur. C'est-à-dire que petit à petit, tous les jeux Xbox Studio, en tout cas une grande partie, vont être à l'équilibre. Ce qui fait que le Game Pass, lui, n'aura quasiment rien déboursé à la fin. Au début, oui, mais après, l'argent rentre à nouveau, et donc c'est à l'équilibre. Bien entendu, il y a des jeux qui viennent de l'extérieur, des jeux à financer. Tous les jeux n'ont pas des DLC ou des microtransactions. Mais quand on fait le calcul, si ça fait à peu près 20 millions de joueurs, on peut estimer à ça depuis qu'il y a Forza Horizon 5, 20 millions de joueurs, si la moitié ont payé les fameux 1 euro seulement, vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pris peut-être des abonnements à 1 euro, il y a quand même une partie non négligeable, peut-être la moitié, qui ont quand même pris des abonnements normaux, et j'en suis persuadé. En tout cas, moi j'ai pas pris un abonnement à 1 euro et je suis pas le seul. Ce qui veut dire qu'il rentre potentiellement à peu près 150 millions, 140 à 150 millions de dollars par mois, si on fait un calcul moyen. Eh bien écoutez, même s'il y en a 2 tiers qui partent dans les taxes, dans les divers entretiens de machines, tout ce qui est machines, etc., pour Xbox, pour payer aussi des jeux, etc., il reste quand même 50 millions pour faire des exclusivités ou d'autres jeux en termes de financement. 600 millions par an de dollars, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas si mal que ça, parce que je vous rappelle qu'un AAA, même à 150 millions, c'est sur 3-4 ans, qui fait que Xbox ne débourse que 50 millions par an, pour un AAA qui coûterait 150 millions sur 3 ans.
Tout ça, c'est des chiffres, bien entendu. On verra la vérité qui va bientôt se dessiner parce que je pense que Microsoft, Xbox vont sortir des chiffres du nombre d'abonnés Game Pass. J'ai hâte de les connaître et bien entendu des chiffres en termes de rentabilité sur Xbox, sur Microsoft en général, comme d'habitude. Ah, les Game Awards qui arrivent. Alors là, écoutez, j'étais quelque peu surpris. Quand j'ai vu la liste, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai du mal voir. Ça ne veut pas dire que les jeux qui ont été présentés, les 6 jeux qui ont été présentés sont mauvais. Pas du tout. Ça veut dire que pour moi, il manque des jeux déjà. Je n'ai bien entendu pas joué à tous les jeux qui ont été présentés. Je sais, c'était un peu dommage, mais je n'ai pas le temps de jouer à tous les jeux. Je préfère me concentrer sur quelques jeux et aller jusqu'au bout, plutôt que de papillonner. Donc je n'ai pas joué à tous les jeux qui ont été présentés. J'ai quand même vu des vidéos de ces différents jeux, donc je peux quand même regarder visuellement ce que ça vaut. Les jeux ne sont pas mauvais, loin de là. Simplement, je m'étonne qu'il y ait un Resident Evil Village, que j'ai beaucoup apprécié, certes, mais un Resident Evil Village et qu'il n'y ait pas d'autres jeux, lesquels vous allez me dire. Eh bien moi j'aurais bien vu 10 jeux au lieu de 6 par exemple, alors c'est mon choix à moi, mais j'aurais bien vu Returnal, et oui on en parle beaucoup de Returnal, mais écoutez Returnal a une vraie âme artistique je trouve, il y a une patte sonore extraordinaire, un gameplay assez extraordinaire aussi, une technique assez extraordinaire, c'est un jeu très difficile certes, mais je trouve qu'il a également, visuellement parlant, il est assez particulier. Il aurait mérité sa place dans cette nomination de GOTY. Ça ne veut pas dire qu'il aurait eu le GOTY, mais ça veut dire qu'au moins il aurait mérité d'être dans la liste des 10 jeux qui auraient dû être présentés à ce GOTY. Le deuxième jeu pour moi, évidemment, c'est Forza Horizon 5, vous vous en doutiez, mais oui, Forza Horizon 5, après tout, on va me dire c'est une suite, oui, mais Resident Evil Village, c'est une suite aussi, et Forza Horizon 5, je pense que c'est... Alors aujourd'hui, dans le futur, il y aura mieux bien entendu, mais aujourd'hui, c'est le summum en termes de Forza, c'est-à-dire qu'au point de vue qualitatif, c'est merveilleux, mais même au point de vue ambiance, au point de vue gameplay, tout est réuni finalement, et je trouve qu'il aurait mérité sa place dans cette liste. Ça ne veut pas dire qu'il aurait dû être GOTY, mais au moins, ça aurait été un acte pour dire, voilà, ça c'est du bon travail, en plus, un jeu qui marche tout de suite, qui n'a pas trop de bugs, un peu sur PC je crois, mais en tout cas sur console, il marchait excellemment bien, ça aurait mérité d'être noté. Le troisième jeu, eh bien écoutez, c'est The Ascent. C'est un jeu indé. Alors oui, il y a un autre jeu indé, It Take Two, qui a l'air très très bien. Il a de très très bonnes notations. J'en avais parlé d'ailleurs. Il est intéressant ce jeu apparemment, surtout bien entendu à deux. Mais The Ascent, écoutez, c'est 12 personnes qui l'ont développé. C'est juste exceptionnel en termes d'ambiance cyberpunk, en termes de musique, en termes de variété, de choix, etc. Je veux dire, le monde, on y croit, même si c'est du 3D isométrique. Le monde, on y croit, c'est superbe. Moi, écoutez, j'étais vraiment séduit par ce jeu. Et donc je trouve dommage que ce petit studio qui a fait quand même des merveilles en termes de technique et puis aussi en termes de visuel, de gameplay, artistiquement parlant, n'ait pas été nommé dans les GOTY. Et oui, au moins une nomination, quoi, un minimum, quoi. Et le dernier, vous allez me dire, le dernier, ça va vous surprendre, mais moi c'est Cyberpunk 2077. Je ne comprends pas pourquoi Cyberpunk 2077 n'y est pas. Je comprends qu'il ne soit pas GOTY à la fin parce qu'il y a eu trop de problèmes dessus. C'est des Projekt Red, excusez-moi le terme, à déconner, c'est vrai. Donc, qu'il ne soit pas GOTY, ok. Mais ceci dit, pour toutes les équipes qui ont travaillé sur ce jeu, les nombreuses personnes qui ont travaillé sur ce jeu, il aurait mérité d'être nommé parce que ce jeu a des grosses lacunes, mais aussi des très grosses qualités. Et oui, Night City, je vais vous dire, c'est une ville vivante, c'est une ville magnifique. De nuit, c'est à voir, c'est exceptionnel. La conception de cette ville est très très belle. Bien entendu, c'est un peu dommage que ce soit façade vide, parce que derrière, il n'y a pas beaucoup de bâtiments ouverts. Mais ceci dit, rien qu'à elle, cette cité aurait mérité d'être dans les nominations de GOTY. Il y a d'autres éléments, bien entendu, c'est pas le seul. Artistiquement parlant, quand même, c'est assez recherché, c'est assez fouillé. On peut critiquer certains points, bien entendu, mais c'est assez fouillé. Je trouve que le côté cyber aussi est très très bien rendu. Bref, il y a de bonnes idées, il y en avait de moins bonnes, bien entendu. Il y avait des choses également inabouties, mais ça aurait mérité au moins une nomination dans les GOTY. Donc voilà, je suis un peu déçu de cette liste un peu restrictive, et qui pour moi, ok, il n'y a rien qui me flash comme ça en me disant, oui, lui, il va être GOTY, c'est génial. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez eu la même liste, est-ce que vous auriez eu d'autres jeux mis dans cette liste GOTY, et lequel vous voyez comme jeu GOTY, pour cette année en l'occurrence. Parlons maintenant de Arcane League of Legends. J'ai vu les 3 derniers épisodes 4 à 6, écoutez, c'est juste magnifique, je vous ai dit, pas de spoil, mais ça monte en intensité, c'est superbe. Jinx, j'adore, Vi aussi, mais Jinx, vraiment j'adore. J'adore la façon dont ils ont montré le personnage, toute la tournure du personnage, elle est très intéressante. C'est pour moi d'ailleurs l'un des personnages les plus intéressants, ce n'est pas la seule d'ailleurs. Graphiquement parlant, esthétiquement parlant, il y a plein de trouvailles, c'est hyper imaginé, c'est hyper moderne, et c'est hyper bien rendu. Ok, mais je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de replacer les personnages, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, les personnages qu'on voit dans cette série, dans le jeu. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc LoL, pour rappel, c'est un MOBA, Multi-Online Battle Arena, où il y a généralement, on joue à 5 contre 5,
il y a 3 lignes et il y a les jungles au milieu, bien entendu, où il y a des monstres à tuer, il y a des choses à faire aussi dans la jungle. Et donc il y a 3 lignes, il y a la ligne du bas, hein, la back lane, la middle lane, la ligne du milieu, et la top lane, la ligne du haut. Et donc chaque ligne est défendue par des joueurs, bien entendu, plus un joueur qui va aller dans la jungle, un petit peu prospecter et un petit peu aider tout le monde en même temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le personnage de Vi, qui existe bien entendu dans LoL, en backlane, c'est-à-dire en bas, en support. Et oui, avec ses points d'acier hyper costauds, elle va défendre, elle va aider une ADC, une attaque damage carry, c'est-à-dire beaucoup de dommages en très peu de temps. C'est surtout des personnages qui tirent à distance, mais qui sont assez fragiles. Donc ils font beaucoup de dégâts d'un coup, mais en même temps, ils peuvent très vite mourir. Et donc, la support, Vi en l'occurrence, est là pour supporter, pour aider, pour empêcher qu'elle se fasse attaquer pendant qu'elle fait les dégâts à distance. Et c'est qui, justement, qui va faire ADC? Donc tout ça, ça se passe sur la ligne du bas. Donc il y a 2 personnages en même temps, support plus ADC en bas. Et donc ces ADC, c'est qui? Eh ben, c'est Jinx par exemple, qui tire à distance. Oui, pour le coup, hein, elle tire à distance. D'ailleurs, dans le jeu, dans LoL, lorsqu'elle est apparue à l'époque, elle rendait fou beaucoup de joueurs parce qu'elle était ultra rapide et très puissante, très agressive. Donc c'est assez intéressant vis-à-vis du parallèle avec la série, je n'en dirai pas plus. Une autre ADC, c'est Caitlyn. Caitlyn, c'est le personnage que vous allez voir dans l'épisode 4 jusqu'à l'épisode 6, qui apparaît dans l'épisode 4 jusqu'à 6. Et Caitlyn, c'est assez intéressant parce qu'elle est également ADC, et oui, c'est une sniper, comme on dit, c'est-à-dire elle tire à distance, et également elle pose des pièges, et donc elle a besoin d'un support. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, tout comme dans la série, mais j'en dirai pas trop, eh bien, dans le jeu, que lorsqu'elle est avec Vi, elle bénéficie d'améliorations, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont toutes les deux dans la ligne du bas, la backlane, Caitlyn et Vi, eh bien, elles bénéficient d'améliorations grâce à leur alliance. On retrouve également Jayce et Viktor. Vous savez, c'est les 2 scientifiques. Donc Jayce, c'est le scientifique qui veut dompter la magie, et Viktor, c'est le scientifique qui va l'aider, qui a une canne. On les retrouve tous les deux dans le jeu. Alors Jayce, on le retrouve en top lane, c'est-à-dire dans la ligne du haut, généralement. Hein. Il est plutôt défensif, il a un marteau qui change de forme et qui lui permet de faire plusieurs actions différentes dans le jeu. Et Viktor, lui, il est plutôt middle lane, c'est-à-dire sur la ligne du milieu. Et lui, alors, il est assez spécifique. Dans le jeu, c'est un mage qui a la capacité, lorsqu'il tue quelqu'un, de changer de pouvoir. C'est assez difficile à jouer car il faut connaître les pouvoirs de différents personnages pour pouvoir les maîtriser parfaitement. Quant à Heimerdinger, vous savez, le conseiller qui conseille justement Jayce et Viktor, ce petit bonhomme un peu spécial, eh bien lui, il joue également middle lane, la ligne du milieu, et lui, il est plutôt du style à poser des tourelles et envoyer des roquettes à tout le monde à distance, à un personnage assez agressif également. Donc voilà, il y a d'autres personnages qui existent d'ailleurs dans la série qui sont reportés également dans le jeu, plutôt inversement, mais c'est toujours intéressant de faire le parallèle parce que finalement, les créateurs de la série ont été très intelligents puisque c'est une série qui est faite pour tout le monde, mais en prenant quand même des éléments du jeu pour ceux qui connaissent le jeu, pour se dire tiens, ça j'ai vu, ah oui, ça c'est comme ça dans le jeu effectivement, et c'est la même chose dans la série. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.